Hop, voilà. La dame a parlé, l'enregistrement est lancé. Je vous rappelle juste les bons usages du Zoom, hein, c'est de couper vos micros quand vous ne parlez pas, ça évite les problèmes au niveau sonore. Et puis voilà, donc c'est la communauté intégrale francophone qui organise cette rencontre ce soir. Dans le groupe de travail, il y a Fabienne qui est ici, Fabienne de Bruxelles, et puis Marc qui est un petit peu caché, mais qui fait partie aussi du groupe de travail. Voilà, et bien on a le plaisir d'accueillir Benoît de Belfroy, qui va nous parler de l'énéagramme. Je crois savoir, Benoît, que tu as plus qu'étudié, métabolisé cette question-là, tu l'as peut-être alchimisé même carrément, et tu vas nous parler de l'énéagramme en lien avec cette approche intégrale. Merci beaucoup à toi d'être là ce soir, et je te laisse tout de suite la parole. Super, ben merci Johan de l'invitation et de cette possibilité de participer à l'émergence d'une nouvelle communauté. C'est toujours un plaisir pour moi et je vois ce soir des visages qui me sont familiers déjà euh, de cette autre communauté que moi j'appelle les spiralistes. Et on s'était rencontrés déjà, ça remonte à il y a quoi, 4 ans peut-être. Julien et Robert me corrigeront. Et on avait eu l'occasion d'ouvrir déjà le sujet sur le lien entre énéagramme et spirale dynamique. Mais ici, on va essayer d'élargir à quelque chose de plus large, hein, l'approche intégrale dans son ensemble. C'était 4 ans, en fait. Voilà. C'était des très bons souvenirs, ça aussi. Alors, je me présente, donc, je suis originaire de Belgique, bien que, comme je l'évoquais là tout à l'heure, j'ai passé de nombreuses années en France, d'abord pendant mon enfance, et c'était à Fontainebleau. C'était la forêt de Fontainebleau était mon terrain de jeu, c'était quelque chose de magnifique. Et, euh, et puis, après être revenu étudier à Bruxelles, je suis très vite reparti en France par la suite. Je me sentais bien en France, en fait. Et la Belgique, à ce moment-là, sa culture, et je vous expliquerai pourquoi je parle de ça par la suite, sa culture, à un moment, elle me pesait énormément. Et donc, j'ai retraversé la frontière. Je suis d'abord allé en Bretagne et puis monté à Paris, comme on disait encore à l'époque, je ne sais pas si on dit toujours ça. En 97, au moment de l'émergence de l'industrie de l'Internet, c'est le média en tant que communicant que j'étais, c'est le média que j'ai rejoint. C'était le début d'une aventure extraordinaire. Et donc, j'ai navigué dans ce monde-là en tant que communicant sur ce nouveau média passant à travers toutes sortes de soubresauts, et puis pour finalement rejoindre à nouveau la Belgique, un peu poussé par les circonstances, enfin par les nécessités, je dirais plutôt. Parce que les années après l'explosion de la bulle en 2000 et le redémarrage de ce marché propre à l'Internet, il y a eu comme ça un grand creux qui a été difficile à traverser, pour moi en tout cas, à titre professionnel. Et puis et puis, il y a eu la crise de 2008, ouais, de nouveau. J'ai été souvent rencontré, comme ça, dans mon parcours professionnel, par toutes sortes de crises qui m'ont obligé à chaque fois de me réadapter à des environnements très différents. Et après 2008, j'ai été licencié pour la 5e fois dans mon parcours professionnel. Et là, je me suis enfin arrêté pour me dire, mais Benoît, c'est bien beau de sauter d'un truc à l'autre comme ça, mais qu'as-tu vraiment envie de faire? Et c'est là que j'ai choisi donc de créer ma propre activité, devenir mon propre boss et développer ce que je fais donc aujourd'hui depuis une quinzaine d'années. D'abord au travers d'une approche de personal branding et puis de plus en plus de la facilitation à l'intelligence collective. Mais depuis presque 30 ans, est venu rencontrer, enfin mon parcours a rencontré l'énéagramme et au début c'était une personne bien intentionnée quand je suis arrivé à Paris justement en 97, une amie avec laquelle je reprenais contact à l'époque et qui m'a dit, mais tiens, j'ai un truc qui pourrait t'intéresser. Viens un peu, on va passer une soirée, je vais t'en parler. Et dès le moment où on m'a présenté ce modèle, j'ai été tout de suite, très rapidement, fasciné. Ça m'a donné des clés de lecture qui m'ont paru d'une grande force, d'une grande pertinence. Ça m'a beaucoup aidé personnellement d'abord à faire un peu le point justement dans ce qui guidait ma vie, dans la boussole qui me permettait de m'orienter dans les multiples options
un peu comme tout le monde, j'avais en face de moi. Et puis très vite, j'ai intégré cet outil dans ma pratique professionnelle en tant que manager d'abord, et puis depuis ce moment où j'ai développé mon activité, comme je l'évoque, ouais, elle a été vraiment au centre de beaucoup de mes approches. Et c'est l'outil qui m'a le plus souvent aidé à accompagner autant des personnes individuelles que des équipes, que des organisations, que des systèmes, en fait. Parce qu'il y a une lecture de l'énéagramme, qui est celle de l'origine d'ailleurs, on en reparlera, qui permet d'avoir une lecture du système et de son évolution, puisque initialement, euh, c'est de ça dont parlait l'énéagramme. C'était l'émergence du vivant, comment il se modélise. Et, euh, et c'est seulement par la suite qu'un certain Oscar Ichazo, et on parle ici de la fin des années 60, s'est dit, mais ce modèle qui permet de voir comment le vivant émerge et se manifeste et se développe, on peut l'appliquer aussi à, euh, à l'émergence d'une personnalité chez un être humain. Et c'est donc lui qui a proposé ce qu'on appelle maintenant l'énéagramme des personnalités, euh, qui est le plus connu en fait. Voilà. Mais initialement, donc, c'est Gurdjieff qui, dans les années 20, au fameux prieuré d'Avon, à Fontainebleau de nouveau, avait créé son école qui a rassemblé pas mal du monde de l'intelligentsia française de l'époque et qui est le premier, en fait, à avoir, dans la culture européenne, à avoir introduit ce terme d'énéagramme. Lui-même se disant avoir été initié à cela dans des confréries soufis du Moyen-Orient et le proposant comme un outil qui n'était pas du tout lié à la personnalité à l'époque. C'était vraiment un outil de développement donc, de personnes dans un système et qui est toujours au cœur de la pratique de ceux qui suivent l'enseignement de Gurdjieff. Peut-être certains d'entre vous ont vu le film Rencontre avec des hommes remarquables, qui est un très chouette film qui est l'adaptation donc d'un des ouvrages de Gurdjieff, où on voit les personnes danser les fameux mouvements qu'on pratique chez Gurdjieff, où on les voit danser sur une représentation justement de l'énéagramme et effectuer des mouvements autour de cette. Ah, je vois qu'il y a un problème de son, je vois les. Oui, je disais, Johan, je te laisse gérer toutes ces interactions qu'il y a via la chambre de conversation. Je Peut-être sais ton, pas ton laisser des. son, ton son est peut-être un petit peu faible. Je sais pas si de ton côté tu peux Ah, augmenter le est-ce son que je du peux augmenter mon micro. son? Si Ok. tu vas dans les paramètres de son, tu as le volume du micro. Peut-être ce sera un petit peu mieux. Paramètres audio, Moi, je volume. t'entends plutôt bien, mais Ah effectivement, ouais, ok, je vais. Est-ce que voilà, j'augmente voilà, là. Est-ce que c'est bien ou c'est mieux. pas trop fort? C'est mieux comme ça? C'est mieux. Après, nous, on peut régler notre propre Ok, micro. voilà. Ça fait une différence comme ça? Ouais, ça fonctionne. Il y a des pouces en Voilà, l'air. super. Oui, donc j'ai déjà plongé. Je suis en fait, j'étais supposé me présenter pour commencer. Oui, et pas tout de suite plonger dans l'énéagramme. Donc je reviens à ce que je disais. Oui, oui, enfin voilà, la place que l'énagramme a pris dans mon parcours très vite a été très significative. Et donc, par la suite, j'ai vraiment beaucoup creusé les choses. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous en croisant le modèle avec d'autres approches, d'autres grilles de lecture du monde, des êtres humains qui y habitent et de la façon dont ils interagissent entre eux. Et donc, je disais, cet outil-là, l'énagramme, m'aide énormément à accompagner autant des personnes que des organisations, que des systèmes, en fait. Alors, voilà et c'est de là que je vous parle, donc, avec une lecture que je propose aussi que j'ai très fort personnalisée, en fait, mais comme le font beaucoup d'autres auteurs et de praticiens de l'énéagramme, puisqu'il n'y a pas une seule lecture de l'énéagramme. Donc, je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes ici présentes qui ont déjà eu une connaissance du modèle, mais peut-être qui ne savent pas qu'il n'y a pas qu'une seule école. Mais depuis le moment où Oscar Ichazo, donc fin des années 60, a proposé son approche, ben, il a essayé de défendre la propriété intellectuelle de ce qu'il divulguait dans un cercle très restreint, qui très vite euh, s'est trouvé élargi à d'autres cercles. Et il y a eu un procès qui a eu lieu en Californie au début des années 70, procès que Oscar Ichazo a perdu, et ce qui a fait que l'énéagramme est passé dans le domaine public.
Et depuis lors, ben, chacun en fait ce qu'il veut. Et beaucoup de personnes se sont appropriées donc ce modèle, l'ont développé dans des orientations très différentes. Et donc, il n'existe pas une seule lecture, c'est important de comprendre ça. Il n'y a pas qu'une seule lecture de l'énéagramme, il y en a de multiples. Et moi, j'ai essayé de naviguer un petit peu là-dedans et puis d'en faire un peu une synthèse et puis de croiser ça avec d'autres choses qui n'existaient pas encore quand l'énéagramme s'est installé comme un modèle de référence. Ben, ça fait plus de 50 ans. Bien, en 50 ans, la psychologie a beaucoup évolué. Les neurosciences ont apporté énormément d'éclairage sur le fonctionnement de l'être humain et de notre cerveau. Et c'est d'autres psychologies qui n'étaient pas prises en compte à l'époque, et principalement celle de Jung, le sont beaucoup plus maintenant. Donc moi, je me suis vraiment beaucoup inspiré aussi de ces autres sources pour proposer une lecture qui me paraît plus appropriée à, à l'accompagnement d'un développement de personnes comme d'organisations, comme je le disais. Parce que une bonne partie de la culture de l'énéagramme se trouve, à mon sens, trop entachée d'une lecture issue de la psychiatrie, de la psychologie clinique, où l'énéagramme est présenté avec des termes bah, qui sont plus liés au dysfonctionnement potentiel de la psyché humaine et moins à son potentiel positif de développement. Donc, c'est la psychologie positive aussi qui a été, pour moi, une source d'éclairage sur la lecture du modèle. Voilà, ceci étant dit, euh, j'aimerais quand même savoir, parce qu'il y aura des moments hein, de pause et où on va prendre des questions, on va pas garder toutes les questions pour la fin, donc, et si vous avez des questions au moment à poser, n'hésitez pas aussi à, euh, à vous manifester, que ce soit dans le chat, mais ça c'est Johan qui gérera ça, et puis on va avoir des petits moments d'interaction aussi, mais c'est pour ça que j'aimerais bien savoir quel est un peu le niveau de connaissance du modèle ici parmi ceux qui sont présents, ceux et celles qui sont présents. Et peut-être vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de faire apparaître un pouce ou quelque chose. Quels sont ceux ou une petite à côté de votre nom, hein, si vous allez, je crois, où est-ce qu'il faut aller pour faire ça? Il faut aller où est-ce que ça se passe dans ce... Peut-être on peut mettre un pouce en l'air dans le chat si on connaît déjà Ouais. suffisamment bien l'énéagramme. Bonne idée. Passons par le chat. Je pensais qu'il y avait moins d'interagir. Ah oui, mais c'est réagir, effectivement. C'est Moyen l'icône de réagir. réagir. Oui. Il y a l'icône réagir en plein centre où on peut mettre un petit pouce là directement. OK. Ouais. OK. Gwenaël, pas de surprise. Et ah ouais, ben ah ouais, OK. Donc c'est pas tant que ça. Je pensais qu'il y avait plus de personnes qui étaient familières de la chose. Oui, Robert aussi qui l'indiquait. OK. Ben écoutez, alors ce que je vais vous proposer pour mettre un petit peu tout le monde à niveau, avant de me plonger dans une interaction, enfin dans une explication plutôt, c'est de vous proposer, et je vais donc partager, attendez, je vais partager mon écran sur ceci. On va faire un petit test. Alors, hop, je passe là, je me mets en mode présentation ici. Donc, vous allez être invité à passer sur notre plateforme. Voilà, je ferai plus. Voilà, vous allez aller sur Menti et vous pouvez soit, donc menti.com, vous voyez sur l'écran, euh, avec le code qui apparaît ici, soit vous pouvez utiliser votre téléphone en parallèle de ceci. Et je vais vous inviter à répondre à quelques petites questions qui vont vous permettre de situer un peu de quoi on parle et peut-être vous aider déjà un peu à vous positionner dans le modèle avant que je vous donne des explications plus détaillées. Alors, pour tester les choses, vous allez être invité et c'est la première interaction. Là, il faut que je passe sur le bon écran pour que ça marche. Vous allez être invité à indiquer votre prénom pour tester la connexion et ça va apparaître ici sur l'écran. Super. Je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire.
Je pense qu'il faut que tu réexpliques peut-être comment se connecter, Benoît. Alors, pour se connecter, il faut aller sur menti.com. Ça reste apparent ici à l'écran normalement, hein. Vous allez sur menti.com, menti.com, et vous utilisez le code qui apparaît ici, donc 77 87 36 21. Mais je vois il y a 9 personnes seulement qui sont connectées. Donc, vous pouvez ouvrir un autre onglet dans votre navigateur ou utiliser un autre device, votre téléphone par exemple, ce qui vous permettra peut-être plus facilement de gérer les réponses que vous allez apporter et ce qui est affiché à l'écran. On a 50% du groupe qui a réussi à se connecter déjà. Se connecter. Ouais, super. Quoi, on est 20, c'est ça? C'est ça, 20, 21. Menti.com, soit avec votre téléphone, soit avec sur votre ordinateur, un autre onglet sur votre navigateur. Menti.com. menti.com. Et le code? Et le code, c'est celui qui est affiché ici à l'écran, donc qui est, hop, ah, flûte, moi ça n'apparaît plus. La difficulté, c'est quand on partage, c'est d'avoir en même temps présent le. Donc c'est le 77 87 36 21. Je vais l'écrire dans le chat. Je mets le site et le code. Mais ça marche de plus en plus, on est à 15. Alors, pendant que ceux qui se connectent continuent à le faire, à quoi on va s'intéresser ici? Ben, un truc assez fondateur dans la formation d'une personnalité. Et je vais vous inviter pour ça à vous replonger dans les souvenirs que vous avez, les premiers souvenirs, les plus anciens souvenirs de votre enfance, de votre adolescence aussi, hein, ou de votre prime jeunesse. Et on va essayer d'observer pendant ce temps où j'ai dû trouver ma marque, m'adapter au monde, à mon environnement, interagir avec les uns les autres. On va essayer de regarder seulement ce point-là, hein, comme porte d'entrée dans le modèle, c'est qu'est-ce que j'ai essayé d'éviter. Et on va, entre plusieurs options, vous allez être invité à choisir par groupe de trois une des options parmi les trois. OK, on est à 16 maintenant répondants, ça marche, ça monte, ça monte. On va peut-être y aller hein, maintenant parce que peut-être tout le monde n'y arrive pas ou n'a pas envie, tout simplement. On va considérer que ceux qui ne sont pas là encore, mais ils pourront toujours hein, y revenir. Robert ne parvient pas à rentrer dans menti.com. OK. Ni avec un autre device, ni avec un autre onglet dans le navigateur, c'est ça? Ouais, ça y est. Ah non, non, c'est l'autre Robert. C'était pas Robert de Kellen, effectivement, c'est l'autre Robert. OK. Allons-y. C'est pas très grave, hein, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous-même répondre aux questions puisqu'elles apparaissent ici à l'écran. Voilà, première question. Donc, depuis mon plus jeune âge, et, euh, et pensez vraiment à ces moments-là, hein, c'est les moments d'adaptation. Entre ces trois options, qu'est-ce que j'ai surtout cherché à éviter? Et vous êtes invité à choisir une seule des options parmi les trois. Entre me sentir faible ou vulnérable, entre la confrontation, les discussions qui troublent mon calme, ou être pris de faux, les imperfections. Alors, voilà, c'est super, les réponses arrivent. Ce qui est déjà très intéressant, c'est d'observer que on ne donne pas tous la même réponse. Ce qui est intéressant aussi de considérer, c'est ben,
qu'est-ce qui me fait dire que c'est ça que j'ai cherché à éviter, tu vois, entre ces trois options? Alors, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a quand même un groupe important de personnes qui dit, bah, ouais, moi, c'est surtout être pris en défaut ou les imperfections. J'ai vraiment cherché à éviter ça. En tout cas, notez ici la réponse que vous avez donnée à cette première question. Ok. Alors oui, c'est vrai il y a quand même une forte présence dans la troisième des options, être pris en défaut les imperfections. On y reviendra par la suite, hein. Ceci, c'est juste pour... On va avec ces, ces séquences et ce choix de positionnement, introduire déjà le sujet par la suite, tout ça va trouver son sens, vous allez voir. OK, on passe à la deuxième série, toujours la même question. Depuis mon plus jeune âge, qu'est-ce que j'ai cherché à éviter entre être seul perçu comme indigne d'attention ou échouer, être perçu comme bon à rien ou être banal, perçu comme quantité négligeable? Ah, il y a là quelque chose, on dirait, de plus partagé, en tout cas sur les premières réponses. Right. Là, c'est plus partagé, intéressant. Ce qui est intéressant que vous notiez aussi, c'est la facilité avec laquelle vous parvenez à donner une réponse à chacune de ces questions, séquence par séquence. Il va y avoir trois séquences de trois, on est dans la deuxième. Ça va être aussi un indicatif de quelque chose. La façon avec laquelle la facilité avec laquelle vous pouvez vous positionner face à ces différentes options. Et on est à 15, on était à 17 répondants, on va encore attendre les deux derniers répondants, qui peut-être ont plus de difficultés justement à se positionner. OK. Allez, on attend le 17e répondant. Alors là, on est dans quelque chose de différent, c'est beaucoup plus partagé. Il n'y a pas ce grand nombre qui répondait de la même façon. Là, on est quasiment dans l'équivalence. Le 17e répondant y arrive. Bon, on passe à la question. Dernière question, enfin, toujours la même question, mais dernière série. Si ça veut bien passer. Voilà. Toujours depuis mon plus jeune âge, qu'est-ce que j'ai cherché à éviter entre ces trois options? Être envahi, me sentir incompétent face aux exigences du monde, ou être exposé au risque, laissé sans soutien, ou être coincé ou enfermé, confronté à la douleur. Qu'est-ce que j'ai cherché à éviter? Là, on dirait que de nouveau, il y a un plus grand nombre de personnes qui sont concernées par la même option. OK. Donc, vous avez répondu ici séquence par séquence, entre trois options, vous avez fait chaque fois le choix d'une réponse. Donc, vous avez identifié trois réponses qui sont significatives pour vous. Dans la dièse suivante, et c'est la dernière, vous allez être invité à faire à nouveau un choix de hiérarchie entre ces trois options prioritaires que vous aviez identifiées. Okay, donc, je vais ici reprendre dans la prochaine dia les 9 options qui sont la somme de ces trois séquences. Et là, vous êtes invité à n'en choisir qu'une qui correspond donc a priori à une que vous avez déjà plébiscitée. Je passe à la dia suivante. Les voilà, les 9. C'est les mêmes qu'on a eu avant, mais c'est pour vous inviter à ne choisir qu'une seule comme celle qui a primé avant toutes les autres. Qu'est-ce que j'ai surtout cherché à éviter depuis mon plus jeune âge dans tout ce processus d'adaptation au monde,
qui m'a amené jusqu'à l'âge adulte, où j'ai commencé à naviguer avec tout ça de façon plus évolutive peut-être. Et ça, on y reviendra juste après, puisque c'est là qu'évidemment se trouve le lien aussi avec l'approche intégrale. OK. All right. Intéressant. On est à 11 répondants, on attend encore la suite. Et ma grande question, c'est est-ce qu'on va couvrir l'ensemble du spectre? Ça semble être le cas. Ce qui est toujours intéressant, plus il y a de diversité, plus c'est intéressant par la suite dans les interactions qu'on pourra avoir sur le sens qu'on peut donner à tout ça. Encore une réponse. Pour personne, ce n'était un problème clé que d'être confronté à la douleur et de se sentir coincé ou enfermé. Wow. C'est pas courant, ça. C'est une réponse qui est souvent très présente dans nos cultures occidentales, mais elle n'est pas ici présente dans ce groupe. Well and good. Alors, de nouveau, hein, c'est intéressant de se dire, ben voilà, on est quoi, une vingtaine de personnes? Eh bien voilà, une vingtaine de personnes qui n'ont pas donné la même importance à certains éléments clés qui participent d'un processus d'adaptation au monde. On a donné la priorité à certaines choses. Alors, pour faire le lien avec le modèle de l'énéagramme, donc qui selon, voilà, qui est un 18e répondant qui apparaît là maintenant, super. Énéagramme, c'est du grec, Énéa, 9 points, 9 représentations. Dans l'ordre ici de l'écran, de gauche à droite, me sentir faible ou vulnérable, le sentiment d'impuissance, c'est lié au numéro 8 de l'énéagramme. Donc ceux qui ont répondu ça, que ce soit ici ou dans les séquences précédentes, ben notez que c'est à mettre en lien avec le numéro 8. Ceux qui ont voulu éviter la confrontation, les discussions qui troublent mon calme, ça c'est à mettre en lien avec le numéro 9 du modèle de l'énéagramme. Être pris en défaut les imperfections qui étaient très présentes dans la première séquence, c'est le numéro 1. Et puis après, ça va suivre l'ordre logique. Vous allez comprendre tout de suite, hein, une fois que vous aurez vu la représentation du modèle. Donc, être seul perçu comme indigne d'attention, c'est le numéro 2. Échouer, être perçu comme bon à rien, c'est le numéro 3 dans le modèle de l'énéagramme. Être banal, perçu comme quantité négligeable, c'est le numéro 4 dans l'énéagramme. Être envahi, me sentir incompétent face aux exigences du monde, c'est le numéro 5. 6 pour être exposé au risque et laisser sans soutien. Et 7 pour être coincé ou enfermé, confronté à la douleur. Ben, merci d'avoir participé à ce premier questionnement qui permet déjà un peu de se positionner. On va maintenant passer aux explications. Et toutes les explications que je vais vous apporter ce soir, vous pouvez y accéder directement par ce site, enfin par l'URL, la raccourci. Donc, je vais maintenant basculer vers ce site, mais vous pouvez l'avoir ouvert si vous préférez. Naviguer vous-même par vous seul dans les explications plutôt que suivre mon discours. Vous avez totale liberté de le faire. Donc, je vous laisse un petit moment pour prendre note de ça. bit.ly/Enneagral. Voilà, petit jeu de mots sur énéagramme intégral. Ennéagral. J'arrête le partage ici et on va passer aux explications. Ça va? Tout le monde suit? Jusque-là, c'est bon? Ça a l'air. Il n'y a pas des questions pressantes ou des besoins à satisfaire dans l'immédiat? Vous êtes prêts pour les explications? Alors, je repartage mon écran, mais il faut d'abord que je change le choix de... Je dois naviguer, moi, entre... Il faut que je passe maintenant. Voilà, je vais aller sur le site que je vous ai partagé. Je me connecte à ça, je partage cet écran. Le voilà. C'est parti. OK? Donc, vous pouvez y aller directement si vous voulez, mais Ennéagramme et modèle intégral, c'est ça que vous devez voir apparaître sur l'écran. J'espère que c'est ça que vous voyez. On va
D'abord, petite considération sur la place des typologies dans le modèle intégral tel que proposé par Ken Wilber, hein. Je sais que vous êtes tous plus ou moins familiers de ça, mais peut-être de nouveau certains moins que d'autres. Et dans le modèle Aqual, eh bien, les typologies jouent un rôle significatif aussi. Et quelle est la place de ces typologies? C'est principalement ceci. Ça permet de donner un éclairage sur des choses que les autres éléments, dont les autres éléments du modèle ne rendent pas compte. Et c'est des éléments qui sont plus liés justement à des différences individuelles. On peut être dans les différents niveaux de développement qui sont décrits dans le modèle, on peut se trouver des personnes très différentes au même niveau et donc avoir des éléments qui vont complètement les différencier dans la façon dont on va se comporter. Et que ce soit pour les niveaux de développement ou pour les états de conscience. Et l'exemple que je donne ici, oui, le genre masculin-féminin, c'est une typologie qui peut complètement influencer la façon dont une personne va percevoir et interagir le monde, quel que soit son niveau de développement ou son état de conscience actuel. Okay. De la même façon, l'énéagramme ici va proposer une typologie que je trouve vraiment très riche et qui a été valorisée, hein, enfin qui a souvent été citée par Ken Wilber comme quelque chose de significatif, va permettre de rendre compte justement de ces éléments plus personnels qui sont alors liés à ce que moi j'appelle les drivers d'une personne, et aussi sur des enjeux très significatifs de communication, sur des systèmes de valeurs également, dont rend compte le modèle de l'énéagramme. Et ça permet donc de rendre compte de ces éléments plus personnels. Ça, c'est une des premières choses qu'on peut dire du lien entre la typologie de l'énéagramme et le modèle intégral. Alors, ce que j'entends par les drivers, c'était en fait la question qu'on évoquait tout à l'heure. C'est ce serait une autre façon de dire, qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui me pousse à faire ce que je fais? Et quand on essaie de répondre à cette question, qu'est-ce qui me pousse à faire ce que je fais? Quelle est la direction, hein, que je donne en général à la façon dont je réagis, à la façon dont j'interagis avec les autres et le monde? Eh bien, une façon de donner une réponse à ça, c'est de s'interroger sur ce qu'on évite. Parce que la direction est donnée par je m'éloigne d'eux pour aller vers quelque chose ou je vais vers quelque chose. Bien, cette question de l'évitement qu'on a abordée tout à l'heure, elle est très, très informative sur qu'est-ce qui dirige ou quel est le moteur qui meut les, euh, les réactions que j'ai face à un environnement et quel que soit le niveau, de nouveau, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans lequel on se situe en termes de développement ou dans les différents états de conscience. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, si on prend donc la représentation est-ce que vous voyez l'écran? Parce que moi, vous voyez l'ensemble Oui, du ça va très bien. tableau? Ouais. OK, parce que comme sur mon écran, je vois apparaître aussi vos visages, ça couvre une partie de cela. Donc, voilà les cadrans qui vous sont familiers. Euh, alors, évidemment, l'énéagramme donne beaucoup d'indications sur le cadran supérieur gauche, la dimension intérieure, dimension intentionnelle, beaucoup de choses, évidemment, parce que là, ça nous dit sur quels sont ces moteurs qui nous meuvent depuis le plus jeune âge et quelles sont les stratégies d'adaptation qu'on a mis en place. Mais l'énéagramme nous donne des pistes aussi sur ce qui se passe dans le cadran supérieur droit. Parce que ça se manifeste par un certain nombre de comportements. Et c'est intéressant de considérer la chose comme celle-là parce que le comportement est observable par les autres. Okay. Mais trop souvent, je trouve qu'on présente le modèle de l'énéagramme en parlant des comportements que ça induit. Et je trouve que c'est complètement restrictif et pas intéressant, puisque ce qui est intéressant d'identifier, c'est le pourquoi je me comporte d'une certaine façon. Mais l'énéagramme, en même temps, donne des pistes sur certains comportements qui vont pouvoir se manifester, mais ce sera complètement incomplet ouais, alors c'est pas mal comme expression, ce sera tout à fait incomplet de ne regarder que les comportements si on ne s'intéresse pas aux motivations qui les expliquent et et qui les font se manifester.
Dans le cadran inférieur gauche, il y a également une dimension de culture commune, comme moment où on va partager, qui se trouve animée par des éléments de la typologie de l'énéagramme, y compris donc cette dimension collective également. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport au système. Et moi, ce que j'ai pu observer, voyageant pas mal en Europe, je n'ai pas été beaucoup plus loin que l'Europe, hein, donc je ne peux pas dire grand-chose sur les autres cultures, mais voyageant un peu partout en Europe, je me suis rendu compte qu'effectivement, donc dans le cadran inférieur droit, au niveau, tout cela, dans cette dimension sociale, eh bien, on pouvait effectivement l'énagramme pouvait nous permettre d'avoir aussi une lecture sur une référence propre à une nation, propre à une culture commune dans un pays. Et une fois je reviendrai sur ce sujet, une fois qu'on aura détaillé euh, ce que ça implique en termes de typologie. Mais moi, j'ai vraiment pu faire ce constat. Et passant d'un pays à l'autre, autant en termes d'énergie que de ces éléments de référence sociale, euh, l'énéagramme nous permet aussi d'avoir une grille de lecture de cela, et c'est très intéressant. Donc voilà, pour moi, l'énéagramme s'intègre très très bien avec cette lecture autour des cadrans, sachant que l'apport principal est quand même le cadran supérieur gauche. Voilà. Alors, on va maintenant passer à l'explication elle-même. Donc, vous voyez, vous pouvez naviguer dans le site en ouvrant ce menu. Et la première chose que je vais vous inviter à regarder, c'est ces fameuses stratégies d'adaptation. J'ai déjà depuis le début de cette intervention, été amené à parler beaucoup de ça. Voilà la lecture que moi je propose d'une compréhension de ce qu'ont été ces stratégies d'adaptation, d'où ça vient. Ok. Je m'appuie pour ce faire sur ce que j'évoquais tout à l'heure, donc les recherches qui sont faites en neurosciences et qui nous disent, bah oui, on est construit avec trois systèmes d'exploitation. Il y a trois grands besoins de base et tout notre système est construit pour y répondre. D'un côté, il y a la connexion, la sécurité, la satisfaction. D'un côté, l'enjeu, c'est d'être accepté, d'être aimé et d'éviter l'isolement. Ça, c'est tous les besoins émotionnels de base qui nous font nous sentir en relation, connectés donc à nos semblables. La sécurité, deuxième grand besoin, se sentir protégé, avoir des repères, éviter le danger. Il y a toute une partie de nous-mêmes qui est amenée aussi à mettre en place des stratégies pour répondre à ce besoin. Et puis, la troisième, la satisfaction qui est liée euh, à la subvention de besoins de base liés au confort et qui nécessite un certain niveau d'autonomie suffisant que pour pouvoir être pris en compte par chacun des individus. Donc, l'énagramme se construit en trois, euh, autour de la satisfaction donc, de ces trois besoins de base, en décrivant pour chacun des cas mais des stratégies d'adaptation spécifiques. Alors, voilà la représentation globale que moi je fais du modèle. Je ne vais pas m'y arrêter tout de suite, on y reviendra un peu plus loin, parce que la représentation classique que l'on se fait du modèle de diagramme, hop, je pensais l'avoir ici, ah non, je ne l'ai pas ici, excusez-moi, j'ai été trop vite, je vais revenir ici, c'est ici. Voilà, ça c'est la représentation classique que l'on se fait du modèle de l'énagramme, et avec les 9 chiffres, voilà, autour d'un cercle, et avec des liens qui existent entre eux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les différents auteurs, les différentes écoles donnent des explications en fait très très variées du sens qui est à donner à ces diagrammes. Et donc moi j'ai trouvé plus intéressant de simplifier ça et de ramener ça au cercle avec les 9 types auxquels j'ai associé des couleurs. Je vais vous dire à quoi elles correspondent par la suite. Et avec au centre du modèle un triangle. Ce triangle, donc, c'est ce que j'évoquais donc tout à l'heure. Je reviens donc à la page correspondante. Ce triangle, c'est les stratégies qui ont été mises en place pour répondre à ces trois grands besoins de base. Et c'est là que les 9 types se partagent. Donc,
dans ce qu'on appelle alors dans le modèle de l'énéagramme des fixations. C'est-à-dire que ce sont des conditionnements que chacun d'entre nous, nous nous sommes donnés pour permettre la mise en place de quelque chose qui s'est répété depuis le plus jeune âge et qui fonctionne, qui induit à l'intérieur de nous voilà, un autoconditionnement très très fort qui nous amène à gérer en fait nos réactions de façon de plus en plus automatique, je dirais, et c'est très avantageux de le faire comme tel, mais qui aussi, du coup, nous ont amené à développer un certain nombre de limites qu'il est intéressant par la suite de pouvoir je dirais, élargir ou surmonter, et on verra tout à l'heure par la suite ce qui peut être proposé comme piste d'évolution. Mais au départ, le jeune enfant que nous avons été s'est focalisé euh, à donner de l'importance à une stratégie plutôt que deux autres, liées donc à chacune de la satisfaction de ses besoins. Alors, on va rentrer ici un peu maintenant dans le détail, et par rapport aux réponses que vous avez données tout à l'heure, du lien qu'on peut faire avec les différents types, vous allez pouvoir tout de suite valider, tester si ça correspond bien à quelque chose de significatif pour vous. Donc, on va s'intéresser à ce premier besoin. Enfin, il n'y a pas d'ordre, hein, on pourrait prendre dans un sens comme dans un autre. Et donc, le type 2, si vous cliquez là-dessus, le voilà représenté par un certain nombre d'éléments clés. D'abord, ces deux mots que j'ai repris ici, qui sont des verbes, qui sont ce qui exprime le mieux la valeur ajoutée positive que très naturellement ce type apporte, qui est le fruit donc de sa stratégie d'adaptation, l'enjeu pour lui étant d'obtenir une reconnaissance de la communauté qui le soutient. Il développe cette stratégie qui lui paraît la plus évidente, la plus naturelle, d'obtenir d'obtenir ce soutien, d'obtenir cette reconnaissance, c'est de répondre aux besoins des autres, donc de servir et de créer un rapprochement, une proximité avec les autres. Et ceux qui ont choisi cette stratégie sont devenus des experts de cela très naturellement. Vous avez ici donc un certain nombre d'éléments sur lesquels vous pourrez revenir par la suite. Donc on ne va pas tout détailler maintenant, mais vous pouvez peut-être être attiré par l'un ou l'autre de ces éléments et, et puis peut-être poser des questions si des choses ne sont pas claires. Mais ce que je voudrais vous proposer surtout, c'est cette grille de lecture qui est celle des polarités, parce que c'est au travers de ces polarités que le modèle de l'énéagramme a été validé scientifiquement dans une université en Belgique par une chercheuse donc en psychologie. C'est grâce à l'identification de cette polarité que le modèle a pu d'abord se différencier des autres modèles de personnalité, et principalement des Big Five, et puis de pouvoir valider scientifiquement que parmi ce que mesurait le modèle, il y avait bien 9 entrées différentes. Donc c'est très intéressant de considérer cette idée que chacun d'entre nous, on a été plus concerné dans nos stratégies d'adaptation par ce que présentent ces polarités comme challenge, comme défi, entre ici, donc pour le type 2 de l'énagramme, entre le donner et le recevoir. Est-ce que, sachant que la tendance naturelle de ceux qui se sont fixés donc dans cette stratégie, celle du numéro 2, c'était d'abord de donner, de se mettre au service des autres et d'obtenir ainsi leur, euh, leur reconnaissance, leur soutien, et de créer cette proximité avec les uns et les autres. Et c'est ça que les autres apprécient chez le type 2. Cette capacité qu'ils ont d'être en contact, en proximité, et cet intérêt sincère qu'ils portent aux autres, et la capacité qu'ils ont à percevoir leurs besoins. Par contre, ce que les autres appréhendent en général, c'est la difficulté qu'ils ont justement à reconnaître leurs propres besoins. Donc le recevoir, cette partie du recevoir est quelque chose qui est beaucoup plus problématique pour eux. Et dans un premier temps de leur évolution, très souvent, ils ont des difficultés à écouter leurs besoins, et comme si la seule façon de répondre à leurs besoins, c'était d'abord de répondre aux besoins des autres. Et ça peut créer donc une source de tension qui, lorsqu'elle se manifeste,
les amène à prendre conscience que tiens, ma stratégie peut-être ne marche pas et il est temps d'envisager d'autres façons de faire. Voilà, on va passer donc en revue les autres options qui sont propres toujours à cette. Je reviens ici. Voilà. Après, donc, le type 2 vient le type 3, qui face au même enjeu de satisfaire le besoin de connexion, d'obtenir une forme de reconnaissance de ce qui fait ma valeur. Eh bien, voici le type 3 qui, lui, adopte une stratégie complètement différente, qui se structure autour de ces deux termes clés, accomplir, rayonner. Okay. Alors, de nouveau, je présente ici un certain éléments liés au système de valeurs. Les filtres de perception, c'est l'occasion de dire un petit mot sur ces filtres de perception qui sont un élément clé aussi de la compréhension du modèle. De nouveau, ça s'appuie sur cette chose que mesurent très bien aujourd'hui les neurosciences, sur le fait que dès le plus jeune âge, on a été amené à opérer des filtres très, très importants. Dans cette énorme quantité de données que l'on perçoit, on est des machines à percevoir extraordinaires. Nous, êtres humains, il y a énormément de choses que l'on perçoit, mais on met des filtres très conséquents. Il y a un très faible pourcentage de ce qu'on perçoit qui vient à notre conscience. Donc très vite, on met des filtres. Et la question, évidemment, que ça pose, c'est de dire, mais sur base de quoi on a été amené à opérer ce tri drastique? Sur base de quoi l'enfant que nous avons été a choisi de mettre tel ou tel de ces filtres? Et bien, de nouveau, c'est là le grand intérêt du modèle de l'énéagramme pour moi, c'est qu'il permet de mettre un peu de lumière là-dessus. Et dès le moment où on reconnaît ça comme étant un filtre de perception qui est à l'œuvre chez nous, ben, l'important va être de se dire, ben, OK, il m'est utile, il a servi à quelque chose, il me permet de développer un certain nombre de talents, de facilités, mais aussi il a son côté complètement limitant et pour cause, puisque c'est un filtre. Et il permet cette observation de ce que constituent les filtres de perception permet aussi d'expliquer mais pourquoi un autre réagit complètement différemment. Et pourquoi la façon de faire de l'autre va à un moment me déranger peut-être de façon significative. Et donc, une chose que j'ai pu, moi, observer dans l'accompagnement des groupes, c'est que dès le moment où, et le modèle permet souvent de le faire assez facilement, dès le moment où une personne prend conscience qu'elle met des filtres en place, que ces filtres présentent un certain nombre d'avantages, mais aussi d'inconvénients, parce que si je descends ici, de nouveau, ici, si on s'intéresse au type 3 et la façon dont il est apprécié par les uns ou ce que les autres appréhendent chez lui, ben dès le moment où on prend conscience que les autres font autrement, mais le font avec quelque chose qui a pleinement du sens et un avantage, eh bien on accepte beaucoup plus facilement la différence de l'autre et on peut commencer à la voir comme un élément complémentaire à ma stratégie à moi. Et dans les équipes, à ce moment-là, ça fait un déclic très, très, très significatif sur ben, j'accepte et je valorise la différence de l'autre, je commence à la voir comme quelque chose de complémentaire à ma façon de faire et on peut donc travailler ensemble et créer un nous plus adaptatif, un nous plus créatif, un nous plus propre à faire face à la complexité croissante du monde et des situations auxquelles on est confronté en tant qu'équipe, organisation ou communauté, quelle qu'elle soit. La polarité donc qui est propre à la dynamique du type 3, c'est entre l'être et le paraître. Sachant qu'il va dans ce premier temps mettre surtout l'accent sur le paraître. L'important de paraître comme celui qui est efficace, celui qui obtient des résultats, celui qui est plein d'énergie pour obtenir un résultat et qui va donc, en se faisant, développer cette capacité d'accomplissement que j'évoquais et qui va développer une énergie et une capacité d'adaptation aux autres qui lui permet non seulement de rayonner, mais vraiment de s'adapter à une dynamique sociale, mais où l'important, c'est de paraître celui qui est celui-là avant tout. Okay, et si là, on fait de trop dans ce sens-là, ben, le 3 peut être rattrapé à un moment par cette idée, oui, mais moi, je veux aussi être, je veux aussi pouvoir simplement m'exprimer, pas comme le gagnant, seulement, euh, parce que c'est ça qui le stimule aussi, hein, cet esprit de compétition et qui le pousse justement à se dépasser et à servir la communauté. Mais je veux aussi pouvoir être ce que je suis dans mon authenticité, dans ce que je suis authentiquement, et d'autant
a fortiori, enfin, d'autant plus dès le moment où il a pu se reconnaître une certaine valeur, ce qui est pas du tout évident, en fait, dans un premier temps. C'est d'où ce besoin d'obtenir ce sentiment d'une valeur au travers de ma capacité à obtenir des résultats. Je passe alors au... On fera une petite pause après et j'écouterai vos questions sur cette première série. On va donc passer en revue, hein, les 3 séries. La troisième option de cette première série, c'est le type 4, celui qui est synthétisé par ces 2 verbes, révéler, embellir. Le filtre de perception du 4 est lié à cette perception qu'il se fait de quelque chose d'idéal, que ce soit autant le passé que le futur, et surtout de ce sentiment de manque qu'il perçoit toujours, de ce qui permet de se rapprocher de cet idéal, autant passé que futur. Et ça représente du coup son défi au travers de cette polarité, le manque, la plénitude. Le numéro 4 est toujours dans la perception du manque, de quelque chose qui manque. Et cette perception du manque constitue d'ailleurs une dynamique très créative, puisque s'il y a manque, ben, il y a quelque chose à améliorer, à corriger, à embellir. Et donc, c'est là qu'on retrouve le terme. D'abord, révéler l'idéal possible, la beauté ultime, la plénitude potentielle, mais combler les manques aussi, ou activer des stratégies qui vont permettre de surmonter ce manque. Et c'est ça qui est alors le moteur d'une grande créativité qui se manifeste souvent, ou d'une sensibilité à la dimension esthétique, à la notion de beauté, qui se manifeste au sein du type 4. Et donc voilà, je vous laisse lire, hein, ce qu'apprécient les autres chez le type 4 et ce qu'ils appréhendent également. Donc, c'est sa sensibilité, c'est son sens de l'esthétique et l'intérêt, hein, qu'il apporte à ce que chacun ressent, à ce qui fait la différence de chacun, à ce qui fait son unicité. Et c'est ça qui, lui, va toujours essayer de manifester, c'est qu'est-ce qui me rend différent des autres. Et la forme de reconnaissance qui parle le plus pour lui, qui le touche le plus, c'est quand on lui reconnaît quelque chose de spécifique. Donc on est avec ces 3 types, donc je vais revenir du coup à la page précédente. Avec ces 3 types 2, 3 et 4, on est dans 3 stratégies complètement différentes pour répondre à ce fameux besoin de connexion. Et ce besoin de connexion, donc lié à une forme de reconnaissance que je vais obtenir des autres, hein, qui va me montrer, qui va me faire la preuve que je suis bien en relation avec les autres et que je fais partie et qu'on me reconnaît une valeur. Euh, on pourrait la synthétiser au travers, et c'est là-dessus que je vais vous interroger maintenant, et je vous invite à réfléchir entre vous. Bah, qu'est-ce que, si je regarde de nouveau, hein, ce qui a été mon passé, quel a été pour moi enfin, qu'est-ce qui me donnait le plus le sentiment d'être reconnu par les autres quand je me sentais reconnu par les autres? Est-ce que c'est plutôt à l'image du type 2 quand on appréciait ce que je faisais pour les autres et alors je me sentais reconnu parce que ben, on appréciait ce que je faisais pour les autres? Ma disponibilité, ma capacité à sentir leurs besoins et à tout de suite à sauter sur la balle pour offrir mes services. Est-ce que c'est à ce moment-là que je me sentais reconnu? Est-ce que je me sentais plus reconnu à la façon du type 3 quand on appréciait ce que j'étais capable d'obtenir comme résultat? Quand on était même admiratif, au mieux admiratif de tout ce que j'étais capable de faire et de ma capacité donc à performer. Et alors je me sentais reconnu. Ou est-ce que je me sentais plus reconnu quand les autres pouvaient me reconnaître une spécificité, un caractère d'unicité et pouvaient exprimer cela. Qu'est-ce qui me donnait le plus le sentiment d'être reconnu entre ces 3 options? C'est là, Johan, que je propose qu'on fasse un petit moment, après, d'abord un petit moment de questions, hein, s'il y en a, mais qu'après, pendant cela, tu puisses déjà proposer un petit partage, puisqu'on est 20, ben, on peut peut-être avoir
trois personnes, je pense, par groupe, comme ça, et qu'il y ait une petite discussion qui se fasse entre trois personnes sur, tiens, parmi ces trois stratégies, laquelle a été, laquelle est ou a été celle qui a guidé mes choix, en fait, et dans quelles circonstances je me suis plus senti reconnu, soit quand on reconnaissait ma capacité à répondre aux besoins des autres et on l'appréciait, soit parce qu'on était admiratif de ce que je pouvais obtenir comme résultat, soit que on voyait en moi quelque chose de tout à fait unique. Euh, Tu me dis quand tu veux que je lance ah, ouais. Et la d'abord, est-ce qu'il y a démonstration. des questions sur ce qui est proposé ici? J'ai apporté comme information sur cette première série. Sinon, on peut passer effectivement à ce partage dans ce groupe. Il y a Alexandre et Ouais. qui a Ben, une question. allez-y, ouais, Oui, ben, non. allez-y, posez vos questions, ouais. Yes. Oui, j'avais une question qui m'est venue en fait pendant que tu lisais les différents types. J'ai l'impression de me reconnaître dans un peu tous les types. J'ai beaucoup de mal à avoir une préférence pour l'un des deux. Je me demandais si c'était normal. Ah. Est-ce que c'est normal? Mais tu veux dire entre les trois que je viens de décrire là? Ouais, j'ai l'impression que les trois me parlent, par exemple, et que ces trois modes de fonctionnement même en lisant un peu tous les types en général. Enfin, j'avais déjà un peu d'essayer de trouver mon type un peu par moi-même en lisant des descriptions et j'hésite souvent pour plusieurs types parce que je me reconnais dans plusieurs modes de fonctionnement. Donc Ok. je me demandais pourquoi c'était pas plus évident que ça. Ok, alors la question est tout à fait prégnante, hein. Il y en a effectivement certains qui se la posent. Euh, et bah, ceux qui se la posent, en fait, c'est déjà le fait d'être confronté à ce défi-là est déjà révélateur de quelque chose, parce que c'est pas tous les types euh, qui se, qui ont ce type de difficulté. Donc, mais ça, il faudrait pouvoir répondre de façon plus personnelle à ta question. C'est pas l'objet ici de faire une analyse individuelle, mais sache que oui, c'est normal. Il y en a pour qui c'est pas évident du tout de faire ce travail, je dirais, de tri ou de sélection ou de reconnaissance dans un élément plutôt qu'un autre. Et ça révèle quelque chose. Ça révèle quelque chose, justement, bah, des stratégies qui ont dû être les tiennes. Donc, ça vaudra la peine du coup de creuser, quoi, hein. Et alors, comment creuser? Ben, ça, y a plus. Mais c'est vrai que la littérature n'est pas toujours la même. Enfin, lire un livre ou lire quelque chose, ça suffit pas en général, quoi. C'est quand on travaille au sein d'un atelier et avec d'autres et que on voit alors par le comportement, par l'attitude, par l'énergie que dégagent les uns les autres, en quoi ils sont différents des miens. C'est là que, alors que eux se reconnaissent très facilement dans quelque chose, comment en quoi ça nous différencie. C'est souvent ça la meilleure façon d'aborder alors le sujet. Mais c'est OK, on n'est pas obligé d'être trop clair, surtout, mais certainement, ça donne déjà des pistes sur les types qui voudraient la peine de regarder d'un peu plus près, mais ça, je dis, comme je l'ai dit, il faudrait faire une analyse individuelle, c'est pas l'objet maintenant. Autre question, il y avait? Thomas. Oui, bonjour. Ma question, c'est par rapport au timing, parce que j'ai l'impression que la question avait été posée par rapport à notre enfance et aux stratégies qu'on Oui, a développées dans l'enfance. oui, Et, et moi, j'avais fait le test il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est des réponses un peu différentes. Donc moi, oui. c'est entre type 4 et 3, par exemple, sur ce niveau-là, où je me retrouve dans les deux, mais le type 3 plutôt dans l'enfance, et le type 4 plutôt maintenant. Oui. Et ouais, voilà, ma question, c'était sur quoi est-ce qu'on se focus là maintenant? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que... Oui, alors, ben, super que tu poses la question, que c'est un sujet que j'allais aborder par la suite, effectivement, c'est comment on évolue. Euh, Ce que nous dit le modèle, c'est qu'on met en place des stratégies d'abord pour s'adapter. Et donc, on est obligé de simplifier les choses et on va se fixer, on va se focaliser sur des stratégies plus que sur d'autres. Et ça, c'est ce qui se passe dans la phase de l'enfance, de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et aujourd'hui, les psychologues disent, ben, dans nos cultures occidentales, l'âge adulte, c'est 25 ans. À partir de là, commence autre chose. Certains restent figés dans ce avec quoi ils se sont construits et qui a marché pour eux, et d'autres se mettent à élargir à nouveau les possibilités et évoluer jusqu'à peut-être ben, réintégrer l'ensemble du cercle. C'est
je dirais, c'est tout le travail d'une vie pour ceux qui essaient de se développer et de dépasser les limites propres aux stratégies hein, qu'ils ont mis en place. Mais l'enjeu n'est pas de nouveau, hein, et c'est là que ça fait le lien aussi avec l'approche intégrale, l'enjeu n'est pas de, de- en dépassant, en élargissant les choses, ben, de le rejeter. Non, c'est intégrer, transcender. Oui, on n'est pas obligé de rester figé dans une seule stratégie. On peut être amené à développer d'autres alternatives. Et le modèle étant en cercle, il arrive que très souvent, en fait, c'est déjà dans les voisins. Mais déjà, dans la fixation qui était la nôtre, elle n'est peut-être pas nécessairement, ici, on est en train d'envisager la fixation du 2, du 3 et du 4 comme ancrage spécifique pour répondre à ce besoin de connexion et obtenir donc une reconnaissance de notre environnement. C'est peut-être pas juste sur un des chiffres, c'est peut-être entre deux. Et donc, c'est ça aussi la richesse du modèle, c'est il permet d'avoir cette précision. C'est peut-être pas juste typiquement sur un des chiffres, c'est plus, mais quand même, c'est peut-être influencé par deux, et dans ton cas, peut-être le 3 et le 4 hein, par rapport à ça, mais quand même plus d'un côté que de l'autre. Sachant que peu importe ce que ça a été à un moment historiquement, sauf qu'on ne change pas son passé, mais on reste quand même très souvent, et de façon bien ancrée, dans ce qui a marché pour nous initialement pour réussir cette adaptation. Et alors, on reviendra par la suite hein, sur comment assurer alors l'évolution et l'ouverture, mais ça nécessite d'abord d'avoir une vue sur les deux autres triades. OK, une autre question? Oui, il y avait Léla. Oui, alors je suis là. Oui, je veux bien. Alors, je me retrouve dans ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure et j'ai une petite question pareille hein, sur plusieurs modèles. Et je me demandais, dans une vision intégrale, parce que moi j'étais dans un contexte où j'appartenais à une culture spécifique avec des valeurs spécifiques qui étaient pas nécessairement, qui pouvaient être dissonantes avec la culture dans laquelle je grandissais par ailleurs. Et les stratégies d'adaptation étaient différentes. Je me reconnais vraiment, franchement, dans deux stratégies. Alors peut-être que je me reconnaîtrai dans d'autres Ouais. quand on les verra, mais je me demandais pourquoi une seule et est-ce que finalement, dans l'extérieur, dans le monde extérieur, en fonction des systèmes de valeurs et dans le bain dans lequel on peut se retrouver, est-ce qu'on peut développer des dispositions multiples ou pas? Alors, pour répondre à ta question, il faut d'abord que j'introduise alors un autre élément que je n'ai pas encore introduit. C'est cette idée de triangle hein, que moi je mets au centre de modèle. C'est l'idée qu'on a c'est la proposition initiale d'Oscar Ichazo, c'est là, mais qui n'a pas été suivie par la majorité des écoles de l'énéagramme par la suite. C'est l'idée qu'il y a une triple fixation. Il n'y a pas qu'une seule fixation dans un des centres. Donc, ce qu'on appelle les centres de l'énéagramme, c'est les triades. Oscar Ichazo disait il y a une triple fixation. On a une fixation dans chaque centre. C'est ça qu'on essaie d'observer pour l'instant ici. On a envisagé seulement la première triade, on va regarder les deux autres. Il y a une fixation. Du cercle, pour réussir notre adaptation, on est passé à un triangle avec D'accord. trois sommets et chaque sommet fixé dans un des centres. Ok. Et c'est intéressant historiquement pour nous de se dire, ben, tiens, ces points d'ancrage, qu'est-ce qu'ils ont été pour moi? Et pour réussir mon adaptation, j'ai dû simplifier les choses. Ok. C'est trop complexe, sinon je ne peux pas m'en sortir. L'enfant a besoin de simplifier les choses. C'est pour ça qu'il met en place ses filtres. Et il a besoin de le faire avec persistance. Et c'est cette persistance dans la répétition de stratégies qui fonctionnent, qui le fait se fixer quelque part. Alors, et on se fixe forcément quelque part. Ça veut pas dire qu'on reste fixé à jamais là-dedans. C'est ce qu'on évoquait juste avant. On peut évoluer. Mais la fixation est bien quelque part. Et c'est pas toujours évident de l'identifier quand on fait un travail sur soi. C'est ce qu'évoquait un peu Alexandre. Mais ça, comme je disais tout à l'heure, il faudrait analyser au cas par cas. Alors. Ça va? Ok. Oui, c'était clair, merci. Super, ben nous voilà revenus tous ensemble. J'espère que ce petit échange a été un peu éclairant pour faire le point sur la première triade. Et on va donc, sans autre procès, passer tout de suite à la deuxième triade. Je vais à nouveau partager mon écran parce que je vois que le temps passe et si on veut couvrir l'ensemble, il faut avancer. OK, on passe à la deuxième triade, celle qui est liée à, aux besoins de sécurité. Voilà trois stratégies qui ont été développées par les types 5, 6 et 7. On va les couvrir un peu plus rapidement que tout à l'heure. Maintenant, vous avez compris un peu le principe. Et puis surtout, voilà, vous pouvez revenir, hein, puisque sur l'un ou l'autre des types, et prendre le temps de lire, que ce soit là maintenant ou par la suite.
Ce que je voudrais quand même dire comme élément explicatif de généralisant, c'est que les trois premiers, donc chacune des triades, les trois premiers, le 2, donc le 5 et le 8, sont ceux en fait qui sont souvent le plus facilement reconnaissables parce qu'ils ont fait à fond ce qu'il s'agissait de faire en utilisant l'énergie et l'intelligence adaptative appropriées. Le type 2, il va à fond dans l'établissement d'un lien, d'une relation avec les autres, hein, et de la façon qui est la plus évidente, je réponds aux besoins de l'autre, donc j'établis un lien très fort. Le type 5, puisque l'intelligence adaptative qui est développée pour la satisfaction du besoin de sécurité, c'est surtout lié à l'intelligence cognitive, la compréhension des choses, pour pouvoir anticiper tous les dangers, pour pouvoir s'armer contre tous les dangers. Bien, cette nécessité de comprendre, ben, le type 5 la manifeste complètement. Et pour la troisième triade, j'anticipe déjà un petit peu, où là, c'est lié donc à l'autonomie que j'ai pour répondre à mes besoins de base et à mon besoin de confort et à la satisfaction que ça apporte. Il s'agit d'agir. Le but, c'est par l'action que je peux, et l'autonomie qu'on me donne pour le faire, que je peux répondre à ce besoin. Eh ben, le type 8, il est complètement dirigé, donc drivé par cette énergie d'action. Il agit. Son interaction avec le monde, c'est d'agir. J'agis et je vois comment ça se passe. Je vois quel impact ça a. Je vois si on me donne ou pas l'autonomie et si je dois la prendre avec force ou pas. Voilà, les trois premiers sont très, très lisibles en général dans l'expression de l'intelligence adaptative qui correspond à la situation de chacun de ses besoins. Et puis on verra que les trois suivants, enfin ceux qui suivent, c'est beaucoup moins clair. En fait, là, je suis en train peut-être de donner des pistes à... C'est Thomas hein, tout à l'heure qui se posait. Non, c'est Thomas. Non, c'était pas Thomas, c'était je sais plus, soit. Souvent, ces trois-là, c'est plus compliqué de voir ce qui se passe là. Et puis ceux-là, ils sont dans une stratégie un peu différente où ils essayent une autre piste, une autre façon que la façon claire dont les trois premiers font pour répondre aux besoins. Donc, j'entre maintenant dans le détail du type 5. Voilà les maîtres mots, expliquer, préserver. Donc, vous l'avez compris, l'enjeu, c'est la sécurité et la façon d'assurer ça, ben, c'est de comprendre comment le monde fonctionne et comprendre ce que le monde attend de moi et de devenir compétent face aux exigences du monde. Et la polarité qui l'anime, c'est entre l'intérieur et l'extérieur, avec le besoin de préserver les ressources intérieures qu'au départ, le type 5 a tendance à considérer comme limité. C'est très difficile pour lui de considérer que l'abondance existe. Non, je viens avec des ressources limitées, je dois les préserver, mais en même temps, je dois augmenter mes compétences. Et pour ça, il faut que je m'oriente vers l'extérieur. Il est très, très curieux de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, Ouais, puis il faut que tu te changes d'abord. il est dans cette dynamique entre l'intérieur et l'extérieur qui constitue cette fameuse polarité. Et donc, et c'est en cela qu'on l'apprécie, cette capacité, toi, à développer des connaissances, à accumuler à prendre le retrait, à avoir une approche raisonnée, à mettre les choses dans un contexte avec patience. Et puis, quand il a la bonne information, et il va la chercher de toute façon, tu vois, à prendre des décisions rapides, mais aussi, ça crée alors une sorte de retrait, une forme d'insensibilité. Il est très capable de retenir ses émotions dans les interactions avec les autres complètement. Il va les analyser par la suite, hein, il va prendre le temps de le faire, mais dans l'interaction, il est capable de mettre tout ça en retrait et paraît un peu parfois comme une espèce de martien qui ne fonctionne pas dans les codes sociaux habituels. Ça, c'est la stratégie du type 5. OK. Alors, hop, je continue. Deuxième option dans la triade, c'est le type 6. Donc là, comme je disais, il se trouve dans cette logique où la gestion de la sécurité est autour de la veille et de l'anticipation. Il va essayer de réduire l'émotion de peur qui est un moteur hein, de cette dynamique parce et il le fait dans un questionnement permanent de ce qui se passe dans l'environnement et chez les autres. Est-ce que je peux faire confiance ou est-ce qu'il faut mieux que je me méfie avec cette tendance première qu'il a de d'abord douter de tout. Et c'est le doute systématique. Hein. C'est ça qui le caractérise. Je me méfie des situations, je me méfie de l'autre jusqu'à preuve du contraire.
Et ça développe, alors ça lui permet de développer des capacités d'anticipation qui sont assez extraordinaires, parce qu'il y a toujours un plan B, un plan D, un plan C jusqu'à un plan D, tu vois. Et il est très friand, pour lui c'est très rassurant d'envisager le pire et d'échafauder des scénarios. Qu'est-ce que je peux faire si le premier scénario va pas fonctionner? Donc il développe une capacité d'anticipation et de veille de ce qui se passe dans ce environnement qui est très, très, très poussé et qui n'est pas seulement orienté donc, sur des données, sur des faits, mais sur ce qui se passe aussi chez les autres. C'est pour ça qu'on lui reconnaît souvent une grande capacité aussi de lecture des autres, parce que la confiance, c'est d'abord au travers des autres qu'il ressent si elle est fiable ou pas. Et son aspiration, c'est vraiment d'installer cette fiabilité qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres en se montrant lui-même très fiable. Et pour lui, la chose idéale, et pour lui, c'est la façon la plus évidente de faire face à l'adversité, c'est qu'on se serre les coudes. Alors, c'est l'image ici de la cordée. On est liés les uns aux autres, on s'entraîne, et alors on peut le mieux faire face à l'adversité. Troisième option, c'est le type 7, qui lui est donc dans une perspective un peu différente. L'enjeu est toujours de comprendre, c'est toujours de ça dont il s'agit, hein, pour anticiper les difficultés, les dangers, mais lui fait un choix particulier, c'est d'orienter vers ce qui est source de plaisir plutôt que source de douleur. Il va focaliser son attention sur cette anticipation, cette planification de ce qui peut être source de plaisir. Et c'est pour ça qu'il développe souvent une grande énergie qui lui donne la capacité d'être enthousiaste, de montrer un enthousiasme pour énormément de choses, mais surtout dans la planification. Le fait qu'il y ait dans son emploi du temps quelque chose qui soit source de plaisir suffit à le rassurer et lui évite de devoir à un moment faire face à le douleur qui est pour lui le plus grand danger, celui qu'il craint le plus, c'est de se trouver confronté à le douleur. Et il va donc développer toute une stratégie de réorientation, d'exploration pour positiver. Et on lui reconnaît cette qualité-là extraordinaire qui fait de lui souvent une personne qui est enthousiaste, qui produit plein d'idées et qui est inspirant, mais qui peut très vite aussi, s'il en fait de trop, à un moment s'épuiser dans ce rebondissement permanent et a besoin à un moment de pouvoir s'arrêter et reconnaître qu'en fait, ça fait pas mal de s'arrêter, mais et que je peux peut-être encore mieux apprécier les choses quand j'arrête de courir dans tous les sens. Voilà pour la stratégie du numéro 7. Alors, je regarde le temps qui passe. Hein. Est-ce qu'on a le temps de faire de nouveau un petit atelier comme ça? On n'est pas obligé de le faire à chaque fois. Quelle heure est-il? Ouais, ça passe vite. Hein. Je vous propose qu'on continue, qu'on fasse de nouveau un petit échange, mais en intégrant déjà la troisième polarité. Donc, on a vu ici la stratégie dans l'usage de l'intelligence cognitive, du 5, du 6, du 7, qui sont toujours dans le même objectif, c'est de gérer ce besoin de sécurité et tous les dangers que ça peut représenter, animé d'abord par cette énergie de compréhension, mais orienté sur le plus de données possible, c'est le 5, sur l'anticipation de ce qui peut vraiment être un risque et la confiance qu'on peut apporter, donc douter des choses. Et le 7, c'est orienté vers les éléments positifs. Maintenant, si on passe à la troisième et dernière triade, où au centre de l'enjeu se trouve l'intelligence kinesthésique. Alors, il y a une page, hein, vous l'avez dit sur ce mini-site ici, qui développe l'explication sur chacune de ces intelligences. Vous pouvez y revenir, et puis je dirai un petit mot sur celle que moi j'ajoute à ces trois-là. Et c'est un élément de la lecture spécifique que je propose de l'énéagramme avec l'intelligence intuitive, j'expliquerai après. On a donc ceux qui sont orientés vers l'action pour satisfaire un besoin, le confort ou la satisfaction et l'autonomie nécessaire pour le faire. Alors, trois stratégies différentes. Celle du 8 qui dit « j'agis, je vais impacter mon environnement en montrant que j'ai de la force » et qui va éviter de se montrer faible. Donc ça, c'est la polarité. Et parce qu'il a cette croyance que si on ne montre pas sa force, on va abuser. Je vais être abusé, on va abuser de moi. Il est très dans ses filtres des perceptions, il perçoit très très vite mais qui
où est le pouvoir, qui a les choses en main, est-ce qu'il n'y a pas un abus de ce pouvoir? Et sa façon de réagir à ça, ben, c'est de monter au front, de montrer sa force. Et il doit apprendre par la suite que ben, montrer sa faiblesse, c'est pas mal aussi, parce que si je montre jamais ma faiblesse, je ne vais pas avoir non plus le soutien des autres, je ne vais pas entrer en relation avec les autres. Et cet équilibre qu'il doit trouver entre force et faiblesse, c'est ça, cette dynamique qui représente un défi pour lui. Et ce que les autres apprécient, donc chez lui, c'est bah, cette grande liberté d'action, de parole, cette grande résolution qui fait qu'il peut s'engager pour des causes, parce que protéger ceux qui sont lui-même comme les autres, hein, sur lesquels il a une responsabilité, les protéger de tout abus de pouvoir, ça c'est un moteur très très fort, mais il manque parfois un peu de tact et sa difficulté à faire dans la nuance ou sa capacité d'écoute, ben, c'est ça que les autres appréhendent un peu et qui peuvent parfois constituer des freins justement alors à une connexion avec lui. Mais une fois qu'on établit une connexion avec lui, Willy qui se sent dans une relation de confiance justement avec les autres, là c'est des choses très solides qui peuvent durer et dépasser beaucoup d'obstacles. Voilà pour la stratégie du 8. La stratégie du 9, elle est orientement différente où, au lieu de montrer sa force, il s'agit au contraire de faire profil bas pour ne pas créer, ne pas envenimer les choses. C'est beaucoup plus intéressant pour lui, et c'est ça son filtre de perception, c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'on a en commun? Il y a forcément des points communs et on va mettre l'attention là-dessus, on va réconcilier ces points communs et entrer dans un état de communication qui est sa motivation première, c'est créer l'harmonie. Et pour ça, ben, il va adapter son comportement dans une dynamique de polarité qui est entre l'effacement, ce qu'il tend d'abord à faire, jusqu'au moment où il se rend compte que si je m'efface de trop, ben, en fait, je crée moi-même le problème. Et les autres attendent aussi que je montre un peu plus de clarté sur ce que moi je veux et sur l'affirmation de ce qui compte pour moi pour que cette harmonie s'installe également. Ok. Mais on lui reconnaît d'abord cette capacité d'adaptation et d'écoute, de prise en compte de tous les points de divergence et sa capacité à les mettre, à la faire se rapprocher. Mais le manque d'expression qu'il peut avoir de ses opinions ou la gestion de son temps pas toujours efficace, mais sa difficulté à prendre des décisions, ben, à un moment devient une source de problème si elle est trop manifeste et alors il crée une tension là alors qu'il voudrait l'éviter et c'est ça qui le pousse alors à activer cet équilibre. Et enfin, dernier type, qui lui a une autre façon de gérer cet enjeu-là, c'est de se conformer à une norme. Il va normer les choses, il va définir, il y a pour lui forcément une meilleure façon de faire les choses qu'une autre. Et il est très drivé alors par l'idée d'améliorer. Donc d'abord normer, puis améliorer. Il y a forcément il y a une bonne façon de faire les choses. Il y a il y a le bien, il y a le mal. Et puis, son driver, c'est de s'améliorer et d'améliorer les choses dans une dynamique donc, de polarité qui est entre la maîtrise et le lâcher-prise, puisque cette nécessité qu'il développe d'améliorer les choses, ben, l'amène à une maîtrise, okay, y compris de sa colère, quand les choses ne se passent pas comme il essaye de maîtriser sa colère, mais en même temps, il se rend compte que un moment, ben, il ne peut pas tout maîtriser et il faut pouvoir lâcher prise, installer une détente qui va lui permettre de nouveau, ben, encore plus facilement, d'obtenir ce qu'il souhaite, à savoir le bon niveau d'autonomie, où chacun s'accepte, hein, et où je peux éviter ce que j'essaie d'éviter, à savoir d'être critiqué, mais lui-même pouvant se montrer aussi très critique, autant à son égard, et d'abord à son égard, que celui des autres. Voilà la stratégie développée par le numéro 1. Alors, j'ai été un peu plus rapide ici, vous en rendez compte. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui est évoqué ici avant que l'on passe à la suite? Et je vais peut-être afficher ici maintenant, effectivement, voilà, là. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai une question du coup, Benoît, puis après peut-être Gwenaël. Ouais. Tu as dit tout à l'heure finalement dans chaque groupe de trois, il y en a un qui domine, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait.
Et peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui se dessine, hein, et bon, il y aurait beaucoup plus de détails à donner, hein, sur cette logique de la fixation et comment elle se structure, puisque dans le processus d'adaptation entre ces trois énergies, entre la réponse à ces trois besoins, on a établi une hiérarchie. On a donné beaucoup plus d'importance à la satisfaction d'un seul besoin qu'aux deux autres. Tu vois. On a donc surinvesti un certain une certaine intelligence adaptative plus que les deux autres. Et dans un mode hiérarchique, moi j'utilise une métaphore qui est assez parlante. Quand on vient au monde dans un véhicule qui n'est pas le nôtre, c'est le ventre de notre mère, et puis a priori tout se passe bien là, hein, c'est le all inclusive, tous les besoins sont satisfaits à la seconde, et puis à un moment, voilà, on est poussé dehors, et on entre dans notre propre véhicule où il y a 9 passagers. Les 9 passagers qui synthétisent tout l'ensemble du potentiel humain au travers de ces 9 grands archétypes, hein, on peut présenter les choses comme ça. Et puis on doit prendre les commandes de ce véhicule, et très vite, on prend un des 9 passagers, on le met à la place du pilote. Et il se met à piloter la voiture, mais très vite, il se rend compte que, et en faisant usage surtout d'une des 3 intelligences adaptatives, il se rend compte très vite que ça ne suffit pas. Il va chercher un deuxième passager qui provient d'une autre source d'intelligence et le met à la place du copilote. Et à deux, on trouve un équilibre, on pilote la voiture. Et le troisième, dans un premier temps, il a été perçu comme le trublion de service, celui qui était trop difficile à gérer, qui générait trop de complications ou de malaisance tu vois, ou de douleur, quelle qu'elle soit, et que dans un premier temps, on a mis dans le coffre, parce qu'on ne veut pas l'entendre. Et on le met dans le coffre et on le réprime complètement. Et c'est seulement plus tard dans l'évolution, ou comme le dit Jung, dans le processus d'individuation, où à un moment, tout ce qui a été mis dans le coffre et qui a constitué un bagage d'ombre significatif et qui va, à un moment, va ressortir dans la fameuse midlife crisis, et qu'on va devoir apprendre à gérer à nouveau. Quand on l'a réprimé dans un premier temps, ça nécessite un nouvel apprentissage. Donc il y a toute une dynamique comme ça de mise en équilibre où l'enjeu va d'abord être d'avoir un meilleur usage de ces 3 grandes stratégies d'adaptation et de la réponse à ces 3 besoins de base et de l'usage des intelligences adaptatives qui le permettent. Et c'est dans cette première mise en équilibre et dans la stabilisation de notre triangle de base que se trouve la première étape de l'évolution. Et puis, dans un deuxième temps, et c'est, à mon sens, par l'usage de la 4e intelligence, l'intelligence intuitive, qui, dès le début, d'ailleurs, nous a permis celle qui nous a fait faire ses choix initiaux, hein, placer ses filtres, cette façon complètement intuitive. Et c'est la mise en équilibre de notre triangle nous permet alors d'avoir une montée dans une nouvelle dimension avec l'intelligence intuitive qui nous donne un contact direct avec, avec, avec ce qui nous permet d'entrer en union avec le plus grand que nous, dans cet équilibre entre le tout et la partie, et de pouvoir mieux équilibrer. Donc, pour moi, le modèle de l'énagramme se représente comme un modèle en 2 dimensions. D'abord, c'est le cercle avec tout son potentiel. Et puis, la restriction sous forme de triangle que l'on fait pour réussir l'adaptation. Et puis, la mise en équilibre du triangle, la montée en pyramide, qui va permettre de reconstituer la sphère, qui est la forme idéale, qui représente alors l'intégration de toutes les dimensions propres à notre humanité. Et j'anticipe peut-être d'autres questions aussi, et je peux partager quelque chose qui pour moi est important dans la compréhension de Nel et le lien de nouveau qu'on peut faire avec l'approche intégrale, c'est que cette forme idéale de la sphère, elle intègre en fait toutes les dimensions où, oui, j'ai perdu le fil du coup de ce que je voulais dire, dans cette dynamique évolutive, oui, à un moment, on change de dimension. Et cette dimension, forcément, intègre tout ce qui a précédé, et notamment ce triangle de base qui se trouve élargi, et peut-être on reconstitue tout le cercle, et puis le shift intégral, dit Julien, voilà. Maintenant, il y a plein d'obstacles parcours, et c'est toujours intéressant aussi de se dire, tiens, quels sont... Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, que l'on peut identifier où on en est dans ce parcours d'évolution, c'est sur quoi je coince. Sur quoi et c'est un work in progress permanent, on est d'accord,
Sur quoi je coince? Et c'est dans c'est ce travail d'introspection qu'il est intéressant de mener et que le modèle permet de faire parce qu'il donne des pistes de lecture de cela. Et dans l'interaction avec les autres, c'est qu'est-ce qui me fait réagir dans l'histoire et ce sur quoi je bute toujours et en quoi ça manifeste que bah, il y a toujours cette chose-là qui prend le dessus sur le reste et qui va constituer alors peut-être voilà, des accidents de parcours, ce qu'on pourrait appeler des accidents de parcours. C'est à Fabienne que je dois cette expression, d'accidents de parcours dans le passage, tu vois, de niveau en niveau, qui sont tout ce domaine des ombres qui en me retirent vers le bas et font obstacle à cette dimension d'intégration et de transcendance quoi, de chacun des niveaux. Voilà comment je répondrai à la question, mais de façon plus large aussi pour resituer un peu les choses dans leur ensemble. Et s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, je Il y propose a qu'on Gwen Naël qui a une question. Ouais, ok. Gwen. Oui, au campus de la Spirale, j'ai découvert une approche par les polarités très, très intéressante grâce à Étienne Bocken. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu as pu croiser ce modèle avec les cadrans d'Hoffman, du coup, avec les polarités? Parce qu'il me semble que dans le fonctionnement d'un collectif, si on veut utiliser le modèle, dans le fonctionnement d'un collectif, ce qui est souvent compliqué, c'est d'accueillir la diversité des profils. Absolument. Voilà. Et donc, est-ce que toi, tu as pu repérer, ça c'est ma deuxième question, que certains énéatypes étaient particulièrement antagoniques ou voilà, je sais pas, est-ce que le 2 ne peut pas sentir le 4 ou le... Ouais. Oui, non, je vois. Non, je pense pas qu'on peut systématiser ça. Pour moi, tout dépend justement de la configuration initiale de chacun et surtout de cet équilibre qu'on a trouvé entre le pilote, le copilote et celui qu'on a mis dans le coffre. Tu vois. Et ce qui nous dérange le plus, très souvent, c'est ce qu'on ne peut pas voir à l'intérieur de nous parce qu'on l'a réprimé à l'intérieur de nous. Et donc, ça, c'est différent pour chacun. C'est pas systématique. Tu vois. Mais pour répondre à la première partie de ta question, moi, c'est là que je trouve un intérêt évident au modèle, dès le moment où il est introduit dans une organisation, dans une équipe, c'est qu'il permet à chacun de mieux comprendre la différence de l'autre et du coup de l'accepter. Ça, c'est très clair. Tu vois. Et de la voir comme quelque chose de complémentaire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Tu vois. Donc, certainement, on peut utiliser les cadrans d'Hoffmann pour analyser ça, pour rentrer dans le détail de ça, tu vois, et puis de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui me dérange? Et la plupart du temps, ce qui me dérange, c'est ce que j'ai d'abord réprimé à l'intérieur de moi, parce que c'est ça que je veux pas voir. Et quand je le vois chez l'autre, ça vient réveiller ça en moi, et c'est ça qui me fait réagir. Et c'est là qu'il y a un lien à faire aussi avec la psychologie de Jung et sa proposition hein, du processus d'individuation. C'est un moment de réintégrer dans ma conscience ben, ces éléments que j'ai rejetés, quoi, que j'ai réprimés à l'intérieur de moi. Et l'énagramme, dans cette lecture hein, de la triple fixation, rend très, très, très bien compte de cela. Tu vois, et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment fait le choix de creuser cette proposition initiale d'Oscar et Chazot, alors que dans beaucoup d'écoles d'énagramme, on ne tient pas compte de ça. Et donc, on, on focalise l'attention sur le type sur lequel on s'est fixé dans la stratégie d'adaptation qu'on a surinvestie, dans l'énergie, dans l'intelligence adaptative qui le correspond. Et ça, je trouve ça vraiment très, très limitatif, quoi. Voilà ma réponse à la question. OK, Ok. on peut. Une question d'Alexandre, à moins que tu veuilles faire des sous-groupes, je sais pas. Ouais, mais on n'a peut-être plus le temps de faire les sous-groupes. Peut-être qu'il vaut mieux. On l'a fait une première fois, ça montrait un peu. Mais ça vous permettrait de faire la même chose pour vous-même, hein, ou à l'occasion d'un atelier qu'on pourrait envisager par la suite. Peut-être. J'aimais bien l'idée hein, qui avait été proposée la fois précédente, qu'il y ait des ateliers qui puissent donner suite. Mhm. Moi, je t'avais offert à cette perspective. Super. Ça permet d'ailleurs de partager le fait que c'est comme ça que je fonctionne dans la façon dont je transmets l'énéagramme, c'est que c'est des groupes qui se construisent sur demande. Donc, voilà, il y a un moment des gens qui se manifestent, qui disent, moi j'ai envie d'approfondir, et on constitue un groupe, que ce soit un groupe localisé quelque part, et alors on se voit, ou que ce soit au travers de rencontres en ligne, et on se donne, le groupe se fixe lui-même alors un agenda, et autour d'objectifs particuliers qu'on définit ensemble, et on se donne le temps qu'il faut pour faire ce travail. Donc, je propose plutôt qu'on continue à répondre à des questions maintenant, et peut-être que j'évoque d'autres dimensions de ce qui peut faire le lien avec l'approche intégrale. Donc, je prends les questions. Vas-y, Alexandre.
Ouais, merci. Ouais, j'avais une question. Je voulais bien approfondir. J'ai pas exactement compris du coup le rapport entre l'anagramme et les ombres. J'arrive pas à faire le lien entre les deux. Est-ce que tu pourrais Oui, ok. Oui, approfondir un peu cette c'est ça. question, s'il te plaît? Oui, oui, non, c'est tout à fait intéressant. Je vais alors me reconnecter à peut-être ceci qui rendra les choses plus claires. Je vais repartager un écran parce que c'est vrai que c'est un truc sur lequel je suis passé assez rapidement. Je me rends compte que c'est ça le problème de présenter l'énagramme, c'est qu'il y a 9 types et 9 types, ça fait beaucoup à présenter en une seule fois, ça fait beaucoup d'informations. Je partage. Donc, il y a les 3 besoins de base et il y a 3 formes d'intelligence adaptative qui vont servir à y répondre. Il y a l'intelligence relationnelle, voilà, qui se décrit de cette façon-ci. Et c'est là que moi je la décris de cette façon-là, en faisant le lien avec les fonctions psychologiques décrites par Jung. Ça s'appuie sur le sentiment. C'est la fonction psychologique de cette intelligence adaptative. C'est comme ça que, et avec la réponse à un besoin de base, qui est la connexion émotionnelle, et avec l'émotion confrontante qui le correspond, la tristesse sous toutes ses formes. Ok. Alors, pour certains d'entre nous, c'est comme ça que je vais répondre à ta question du lien avec l'ombre, pour certains d'entre nous, ben, cette chose-là, elle a été réprimée. C'était trop perturbant de répondre à ce besoin-là pour une raison ou pour une autre, soit par ma sensibilité innée avec laquelle j'arrive au monde, soit liée aux expériences d'accueil de la communauté qui a pris soin de moi dans mon plus jeune âge. Eh ben, c'était source d'une trop grande tristesse. Et la seule stratégie que j'ai trouvée à ce moment-là, plutôt que de développer une intelligence appropriée pour y répondre, c'était de mettre ça dans le coffre et de le réprimer. Eh bien, c'est quand on réprime et on réprime d'abord une des 3 intelligences de base, hein, je vais les passer rapidement ici en revue, c'est quand on réprime une de ces intelligences que commencent à se développer des ombres. Voilà. Et on a tous fait ça. Et ça, c'est une façon, c'est une autre porte d'entrée dans la lecture de l'anagramme, c'est de pouvoir se dire, mais tiens, entre les 3 intelligences adaptatives que sont l'intelligence relationnelle, pardon, je me trompe de bouton, l'intelligence cognitive qui se développe, qui se dit comme ça, tu vois, euh, et l'intelligence kinesthésique, ben, tiens, quelle est celle que j'ai réprimée dans un premier temps? Et c'est là qu'il y a à chaque fois le lien. Donc, cette page auquel vous avez accès aussi, hein, sur ce mini-site que je partage ici avec vous, c'est là que c'est expliqué, justement. Donc, on a tous fait ça. On a réprimé une de ces 3 intelligences adaptatives. Dans un premier temps, pour réussir notre adaptation, c'était trop complexe, on ne pouvait pas tout gérer en même temps. On a réprimé une d'entre elles. Et ça laisse des traces. Et ça permet le développement de ces ombres. Ouais. Et ces ombres, à un moment, nous guident cependant de l'intérieur, nous amènent à faire des choix, à prendre des décisions. Voilà. Et c'est là qu'il y a un vrai travail qui peut se faire, le shadow work, et qui va, même s'il n'est pas fait de façon consciente, bah, à un moment, ça va sortir, ça va se manifester, et on va devoir apprendre à nouveau à gérer cette énergie qu'on a trouvé plus utile de réprimer dans un premier temps. Voilà comment je répondrai à la chose. Donc, cette page-ci, enfin, ces pages qui détaillent, hein, la définition de ces 3 intelligences, elle va vous permettre de donner une réponse à ça. Et si je reviens de nouveau à l'exemple de l'intelligence relationnelle, alors que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, quand on a fait le premier questionnement, pour certains, c'était très facile de répondre à ces 3 questions, tu vois, qui concernaient ces stratégies. Parce qu'ils baignent là-dedans, c'est un truc facile. Tu vois. Pour d'autres, c'était pas du tout évident. Et ben, peut-être ça donne une piste pour savoir qu'est-ce que j'ai en fait mis dans le coffre dans un premier temps du véhicule. Ah voilà, maintenant ça me revient de ce que je voulais partager avec vous tout à l'heure, c'est que euh, cette référence au chiffre 9 et les couleurs que j'ai proposées, que je propose ici pour chacun des types, d'où est-ce que ça vient? Ben moi, dans les recherches que j'ai faites en croisant avec toutes sortes d'autres modèles, je me suis rendu compte que dans la tradition védique, euh, en fait, ce chiffre 9 a un sens très particulier. C'est comme ça que dans les textes les plus anciens, on décrit le potentiel humain au travers
de la description de la déesse mère qui nous a donné la vie selon la compréhension de cette tradition. Et la déesse mère, celle qui nous donne la vie, elle est représentée avec 9 visages. Et ces 9 visages sont vraiment à mettre en lien avec les qualités propres à chacun des types du modèle. Et elles sont représentées, ces 9 déesses, chaque fois dans une couleur que j'ai repris ici et qui est liée. Donc, c'est donc le choix des couleurs vient de cette source-là. Le lien avec la représentation des 9 déesses dans la tradition, des 9 déesses ou des 9 visages ou des 9 déesses, enfin, dans la tradition védique. Et, voilà, c'est ça qui me revient, que je voulais aborder. Mais donc, pour répondre à ta question, peut-être la première introspection à avoir, c'est de se dire, mais en fait, dans ce processus initial d'adaptation, avant que tout ça soit conscient, j'ai réprimé quelque chose, ben c'est lequel? C'était le cognitif, c'était le kinesthésique ou c'était le relationnel? Et c'est là que le lien avec l'intelligence intuitive trouve tout son sens aussi pour moi. C'est la quatrième fonction psychologique décrite par Jung. Je peux avoir un accès à la perception du monde au travers de manière inconsciente et de façon spontanée, immédiate. J'ai la capacité de ressentir autrement que par un raisonnement logique ce qui est juste pour moi. Tu vois. Et l'hypothèse que je fais, c'est que c'est en s'appuyant d'abord sur cette intelligence-là, complètement spontanée et complètement immédiate, que le jeune enfant qu'on a été a fait ses choix initiaux de surinvestir une des énergies adaptatives, d'en réprimer une autre, et la troisième, de la mettre au service de la première, et c'est souvent cette dynamique-là qui gère l'ensemble. Et donc, dans la montée en pyramide et dans la reconstitution de l'ensemble du potentiel, à un moment, il va être important consciemment pour moi de s'appuyer sur cette intelligence intuitive que certains appellent aujourd'hui spirituelle, quoi. Puisque c'est celle qui me permet d'être en résonance et de pouvoir me ressentir comme dans quelque chose de plus grand que moi. Voilà la réponse. D'autres questions? Il y a Julien qui pose une question. Ouais. J'ouvre mon micro, c'est mieux. Merci Benoît, déjà à chaque fois que tu parles avec autant de connexion au sens profond de l'énéagramme, ça me met en joie, donc je te remercie. Puis cette approche intégrale avec la montée en triangle, non, en pyramide, tu dis, je me régale. Mais bref, c'était pas ma question. Tu disais au tout début, c'était super intéressant, enfin ça m'a intéressé. Tu disais au début que ça parlait pas seulement de la personnalité individuelle, mais du système humain, donc ça pouvait être aussi collectif, etc. Et quand tu parles du shadow working, donc du travail sur l'ombre avec l'individuation, est-ce que je passe à l'échelle XXL ou avec Robert, on l'a traité il n'y a pas longtemps au campus Spirale Dynamique à l'occasion de l'intervention de Saïd Dolabani, qui pose cet enjeu, on sent bien en ce moment au niveau systémique, collectif, comment la montée en pyramide s'invite et tiraille. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais. Et donc, je me demanderais, énéagrammiquement ou intégralement, comment tu verrais ce rapport à la systémie collective du point de vue de ton point de vue énéagrammique? Alors, super question, hein. Question à la Julien, formidable. J'adore aussi les questions de Julien, tu vois. Mais pour y répondre, il faudrait ouvrir un autre pan de la chose, qui est la présentation de ce qu'on appelle alors non pas l'énagramme des personnalités, mais l'énagramme des processus. Et en fait, c'est là qu'alors on fait le lien avec la représentation initiale de l'énagramme, avec sa fameuse flèche, tu vois, qui en fait indique des passages obligés, enfin d'après le modèle, le numéro 1 tel qu'amené par Gurdjieff, hein, c'est le Gurdjieff qui a amené ça. Alors il est très controversé, Gurdjieff, donc on n'est pas obligé d'y croire, mais ceci étant, ce qu'il propose comme lecture est quand même vachement intéressante en termes d'approche systémique, parce que c'est comme s'il y avait des passages obligés pour amener un élément à une forme de vie dans sa forme la plus complète, avec parfois des raccourcis potentiels.
qui sont définis par ces flèches, et des points de bascule sur lesquels, à un moment, on doit porter son attention, mais c'est impossible d'expliquer ça en quelques mots maintenant, mais on pourra y revenir avec plaisir à une autre occasion. Donc, le modèle propose des pistes pour justement accompagner cette évolution vers sa forme la plus complète. Et c'est ça qui est recherché, hein. La forme en cercle, c'est la forme, et a fortiori encore mieux sous forme d'une représentation sphérique, quoi. Elle cherche cette complétude ultime qui intègre tout. Voilà, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais avec plaisir, remettons-nous au travail à une prochaine bonne occasion. Ça marche. D'autres questions? Alors oui, ben, moi je vous invite effectivement à parcourir, hein, ce que je vous ai partagé. Ce mini-site, là, il reste disponible, hein. Et puis, voilà, c'est une synthèse, c'est une lecture, c'est la mienne. C'est pas la lecture la plus orthodoxe ou la plus répandue. Je dirais orthodoxe, non, c'est pas juste, parce qu'au contraire, moi je trouve que je suis plus près de la source que beaucoup d'autres écoles, mais c'est pas la plus répandue. Et donc, mais voilà, elle est le fruit, comme je le disais, d'un croisement d'expérience, de travail avec des centaines de milliers de personnes dans différents contextes, et du lien surtout avec les autres approches de la compréhension du système humain, avec les neurosciences et la psychologie positive, et la psychologie jungienne. Et moi, ça me paraissait, parce que voilà, dans les années 60, on parlait pas de ça, tu vois. On parlait pas voilà, l'énagramme, c'est focalisé sur ces trois grandes stratégies d'adaptation, ces trois grandes formes d'intelligence. Mais maintenant, on sait qu'il y a d'autres formes d'intelligence qui existent, et la théorie donc des intelligences multiples est venue aussi pour compléter tout ça. Donc, il y avait plein d'autres connaissances qui ont émergé depuis ces 50 dernières années et plus, et qui devaient être, pour moi, mises en lien avec ce que proposait le modèle. Et le modèle, pour moi, donc, il est intéressant de le faire évoluer, et a fortiori quand on cherche à lier ça à une approche intégrale. Voilà, ça c'est le mot de la fin. Et, donc, Merci. si vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas, vous avez sur le mini-site accès à mes coordonnées. Il y a un ouvrage plus complet que j'ai écrit, hein, il y a un lien qui est donné. Et puis, comme je vous disais, si à un moment on veut organiser un atelier spécifique sur un sujet, ben, moi je suis disponible. Si un groupe veut se constituer et faire un parcours, ben là aussi, comme je le disais, c'est à la demande que moi je fonctionne, et il suffit d'avoir 5-6 personnes pour démarrer quelque chose, et ça a du sens, et c'est très éclairant. Voilà, merci à tous de votre écoute, de votre participation. J'espère que ça n'a pas été trop, comment je vais dire, éparpillé. J'ai Beaucoup pu de, beaucoup conserver de, une certaine logique à tout ça. Beaucoup de messages de gratitude, en tout cas, pour le côté très éclairant de ta présentation, aussi la richesse de toutes les informations que tu mets dans ton site, qui a vraiment l'air d'être une mine d'informations. Donc c'est super d'avoir ce lien-là. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui vont y revenir. Mais en tout cas, voilà, je vois beaucoup de messages de gratitude sur ce que tu as présenté ce soir, ce à quoi je m'associe. Oui, très, 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 très clair. Grand merci à toi, en tout cas. Pour info, donc cette présentation, si vous voulez y revenir, sera disponible sur la chaîne YouTube de la communauté intégrale francophone. Si vous tapez communauté intégrale francophone, vous allez trouver, ce sera disponible dans quelques jours. Il y avait Robert notamment qui demandait si c'était possible d'y revenir. Robert le Québécois, parce qu'on a deux Robert ce soir. Et puis, grand merci. On verra, on va rediscuter ensemble, Benoît, pour voir éventuellement pour un atelier. S'il y a des gens qui sont intéressés, ça peut être vraiment top là pour les gens de la commune, la communauté intégrale. En tout cas, c'est une belle proposition. Et puis juste des infos sur les prochaines dates, si je les retrouve, parce que j'ai préparé mon papier. Évidemment que j'en ai besoin, je ne le trouve pas. Et voilà, ça va arriver ici. Il y a la prochaine échéance, donc la prochaine présentation au sein de la commune, ce sera le 7 mai. On va retrouver Marc Matisse qui était là pour la spirale dynamique, qui sera là cette fois-ci pour un atelier. Donc comment on peut appliquer la spirale dynamique pour les organisations. On avait fait un petit sondage et c'était vraiment cette thématique-là qui était ressortie. Donc le 7 mai de 19h30 à 20h30, avec le même lien Zoom normalement, mais voilà, si vous êtes sur la commune, vous aurez toutes les infos.
infos. Donc voilà, le 7 mai et le 11 juin, on aura deux personnes qui sont avec nous ce soir. Je l'annonce en avant-première. J'ai pas encore fait la pub, mais avec Julien de Montpellier et puis Gwenaël de Nantes qui ont traduit, si j'ai bien compris, un ouvrage sur l'application, là aussi de la spirale dynamique pour la parentalité. J'ai commencé à le feuilleter. Je l'ai reçu il y a vraiment très peu de temps et c'est juste passionnant. Donc voilà, ils viendront nous présenter ce travail-là. Donc spirale dynamique et parentalité, ça ce sera le 11 juin sur les mêmes horaires, 19h30, 21h30. Encore un immense merci à toi, Benoît. Au plaisir de te retrouver. Très très belle soirée à vous. Merci d'avoir été là et portez-vous bien. Ciao ciao. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci. Bye bye. Merci, au revoir. Merci, Merci, bonne bonne soirée. soirée. Merci infiniment. Au revoir. Bye bye.